alternative. Voilà, vous pourrez dire merci à François Hollande. Le jour où il y aura un Pépin quelque part, vous vous souviendrez de lui, parce que c'est à cause de son incurie, de son incapacité à décider qu'on se sera mis dans cette situation. Bon, les gens, il faut prendre tout ça en main, et j'ai bien l'intention de m'en occuper. Ce matin, dans les journaux, il y avait une mauvaise nouvelle, et je suppose que tout le monde l'a vu. C'est l'annonce du fait que dans 25 ou 50 ans, c'est parti pour qu'il n'y ait plus de singes. Alors, le singe, c'est les cousins. C'est terrible de penser à ces choses-là. Déjà, une fois, je vous ai dit, il manque la moitié des vertébrés qui sont en train de disparaître. Et il faut dire que j'ai pas un moral fameux sur le sujet, parce que à Noël, j'ai lu le livre de Madame Colbert qui s'appelle La 6e extinction et qui parle justement de ce processus d'extinction des espèces en fonction du changement climatique et d'autres paramètres. Quel autre paramètre? Justement, l'activité humaine. C'est l'activité humaine. C'est l'activité humaine. Donc on y peut quelque chose, puisque c'est notre propre activité. On y peut quelque chose. Et justement, ça se trouve qu'en décembre dernier, la Société géologique internationale, je crois que ça s'appelle comme ça, a décidé, est tombé d'accord après une discussion qui a duré un bon moment, pour appeler la période dans laquelle nous vivons l'Anthropocène, c'est-à-dire la période de l'histoire de la planète où les hommes, les êtres humains, plus exactement, perturbent la vie de la planète au point de changer sa géologie. Alors eux, ils ne sont pas dans les grands raisonnements abstraits, ils sont dans une chose très concrète. Une nouvelle période se constate dans les strates, les plis de la Terre. Vous savez, des fois, vous voyez, il y a des reliefs où on voit que la Terre, il y a des reliefs, ça fait comme on appelle ça le chapeau de gendarme, on voit les différentes couches. Et les différentes couches historiques, on les voit toutes. Et celle-ci, on la verra. Elle ne sera pas grosse, hein. Dans 10 000 ans, la période que nous vivons actuellement, ça sera dans la Terre gros comme une feuille de papier à cigarette. Et dans cette feuille de papier à cigarette, il y aura des produits étranges qui ne se trouveront ni avant ni après, on espère ni après, en tout cas pas avant, et ce sera notamment tous les produits de l'industrie nucléaire, avec ceux des essais militaires qui seront aussi là, et puis des produits comme le plastique qui ne sont pas dans la nature, qui sont des créations de l'être humain. L'être humain, ce singe, parce que c'est un singe au départ, c'est une variété de singe, transporte plus de gravats que tous les fleuves du monde, tous les vents du monde, toutes les avalanches du monde. Et donc il change la nature. Mais il la change d'une manière qui aboutit à la destruction du cadre dans lequel tout le monde vit. À la fin, c'est nous qui serons les victimes de cette affaire. Alors quand on regarde cette histoire de singe, pour pas être trop dans le pathétique, on ne sait plus, et puis c'est la catastrophe partout et tout le temps, et qu'on regarde pourquoi c'est comme ça, vous allez retrouver toujours les mêmes paramètres. On enlève les forêts pour prendre le bois, mais surtout pour en faire des prairies, et puis dans les prairies, on y met de l'élevage, parce qu'il y a un mode d'organisation de la société qui repose sur l'assimilation de protéines carnées dont vous avez besoin. Voilà, d'accord. Et justement, c'est là-dessus que j'ai essayé d'alerter, participer à l'alerte. Parce que c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est toutes sortes d'associations qui font le travail. Moi, j'ai pris ma part et je suis venu avec mon histoire de quinoa pour dire voilà, vous pouvez prendre des protéines végétales plutôt que des protéines carnées. Et vous avez tous les moqueurs de la terre qui sont venus faire les malins sur le thème. Qu'est-ce qui prend un Mélenchon, voilà, la recette du quinoa. J'ai même vu des gens méchants, fielleux, sur le thème, qui disaient ouais, mais c'est pas en mangeant du quinoa qu'on va changer la vie. Bah si, ballot, c'est en prenant des protéines végétales qu'on va changer la vie. Ça, c'est une certitude absolue. Parce que plein de gens, eux, ont conscience de la situation et se disent il nous faut des protéines végétales plutôt que des protéines animales. Vous voyez, tout ça se retrouve. Et l'absurdité du système de l'élevage intensif actuel, c'est précisément qu'il ne tient pas compte de l'impact qu'il a sur l'ensemble de la nature. Attention, une prairie, c'est bon pour la régulation de la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère. Attention, il faut en tenir compte. Mais par contre, la production de protéines animales, ça coûte horriblement cher à l'écosystème et on peut faire autrement. C'est donc d'autant plus stupide. Et vous figurez pas les gens que toute l'histoire de l'humanité, tout le monde a mangé de la viande comme on est en train d'en manger actuellement. Et vous figurez pas que la viande elle est produite pour vous, parce que c'est pas vrai, elle est produite pour liquider les carcasses des animaux qui auparavant ont produit du lait. Donc ce que vous mangez, c'est en sous-produit du lait. Et le lait, il est produit comme une marchandise, comme vous le savez, et à la fin, ça se termine par des choses comme les fermes des 1000 vaches, où on met là ces pauvres animaux qui ne voient jamais l'air à l'extérieur, qui ne voient jamais un pâturage, et qu'on a mis là en tas, qui produisent une quantité de méthane
par leur paix et leur eau, et on recycle ça pour en faire du gaz qu'on vend. On les bourre d'antibiotiques et de toutes sortes de produits parce que comme ils sont confinés, ils tombent plus facilement malades. Et vous après, vous buvez ce lait, vous mangez cette viande qui est le résultat de cette façon d'organiser l'élevage. C'est une catastrophe et il faut que ça cesse. Alors je vais vous dire une chose, je suis très content de savoir que des chaînes de distribution ont pris la décision de supprimer l'élevage en batterie des poules et les mauvais traitements pour produire des œufs. Alors je sais qu'il y a des gens qui râlent, mais pas moi. Et si j'en ai la possibilité, il y a bien des élevages en batterie qu'on va interdire. Parce que pour l'instant, on est sensible aux poules. Mais si vous vous intéressiez à ce qui se passe avec les lapins, vous ne dormez plus. Et si vous regardiez ce qui est en train de se passer avec les cochons, c'est de même. Alors on peut se dire, tiens, pourquoi un homme politique se met à parler des cochons, des poules, etc. Mais parce que c'est la vie. C'est quoi d'autre la vie, si ce n'est pas les êtres vivants? Qu'est-ce que c'est d'autre? Les comptes, le fric, c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire chaque année? Admirer la beauté du monde qui nous entoure, ou bien la prouesse de ces voyous qui arrivent à accumuler de l'argent au point qu'il n'y en a plus que 8, qui possèdent autant que la moitié de toute l'humanité. C'est ça la leçon. En ce moment, le monde est plein de leçons de philosophie. Et les gens qui s'intéressent à l'existence, ils doivent se mêler de ces questions-là. Et on a une élection présidentielle, c'est justement l'occasion de se demander si on ne peut pas changer tout ça une bonne fois. Et moi, je suis disponible pour le faire. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître à la marge de la grande actualité. Peut-être que vous avez entendu parler du fait que Mme Chelsea Manning a eu sa grâce du président Obama. Cette femme, elle a été une des personnes qui ont alimenté le circuit Wikileaks, dont Assange est la figure la plus connue. Le nom d'Assange doit vous être connu, c'est cet homme qui participait donc à ce réseau Wikileaks et qui se trouve actuellement enfermé, enfin auto-enfermé, dans une pièce de l'ambassade de l'Équateur à Londres, parce qu'il ne peut pas sortir de là, vu que s'il sortait, on l'arrêterait, et il craint, s'il était arrêté, d'être remis aux autorités des États-Unis d'Amérique, qui l'attendent de pied ferme pour lui faire subir le traitement cruel et inhumain auquel M. Obama vient de mettre un terme pour Mme Chelsea Manning. Parce qu'elle a été dénoncée par un hacker à qui elle avait fait état de son travail de renseignement, et elle a été détenue au secret, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et traitée dans des conditions ignobles, mise au secret pendant des mois, puis jugée par un tribunal militaire, parce qu'aux États-Unis d'Amérique, cette grande démocratie, il y a des tribunaux que nous, en France, on appelait les tribunaux d'exception et qu'on a supprimés à partir de 1981. Eux, non, ils ont eu un tribunal militaire, et ce soi-disant juge militaire, vous imaginez, l'ont condamné à 35 ans de prison. Et cette femme a été traitée d'une manière si dégradante et si inhumaine qu'elle a fait une tentative de suicide. Pour ne citer qu'un des épisodes qui sont dénoncés par les associations de défense des droits humains. Parce que vous savez que parler des États-Unis d'Amérique et des mauvais traitements qu'ils font subir aux gens, ça évidemment, c'est pas politiquement correct. Il y a un centre à Guantanamo, sur l'île de Cuba, installé par les Nord-Américains. Ils y torturent des gens depuis tantôt 11 ans que ça dure. Bon. Et les méthodes de torture ont été validées par des votes et des décisions de l'État nord-américain. Alors, Madame Chelsea Manning a été tellement désespérée, tellement humiliée, tellement fracassée, qu'elle a fait une tentative de suicide. Et vous savez ce qu'ils ont décidé, les Nord-Américains, après sa tentative de suicide, de la punir en la collant au secret. Donc elle a fait une deuxième tentative de suicide. Voilà ce que sont les États-Unis d'Amérique. Et après on dit, ah, monsieur Obama l'a gracié. Tu parles, après qu'elle ait subi tout ça. Cet Obama, bon, finalement, ça a été un président pas si grand que ça, parce qu'il n'a pas été très courageux. Il a passé son temps à se dégonfler et à laisser les choses aller au point qu'à la fin, ça termine toujours pareil. Quand vous élisez un Hollande, peu importe quelle soit sa nationalité, à la sortie vous avez un Trump. Et la contribution de Chelsea Manning et de Assange, elle est extraordinaire parce qu'ils ont vraiment fait éclater un mur opaque que les États-Unis mettaient autour de leurs activités. Parce que c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on a pu apprendre, notamment que les États-Unis espionnaient à peu près tout le monde, on a pu apprendre que des dirigeants politiques français, et parmi eux un grand nombre de membres du PS, couru à l'ambassade des États-Unis à Paris lorsque le gouvernement français a décidé de ne pas participer à la guerre du Golfe, vous savez, la deuxième. Ça qu'on ne remerciera jamais assez Chirac
et Villepin de nous avoir épargné d'aller nous fourrer dans ce guêpier et de porter la honte de la responsabilité de la situation qui prévaut aujourd'hui là-bas. Et donc eux, ils avaient montré, Chelsea Manning et Assange, ce qui s'est passé vraiment. Alors on a vu des images que sinon on n'aurait jamais vues. Par exemple, comment un avion détruit un groupe de civils qui ne présentait absolument aucune menace en Irak. Ou bien les divers bombardements sur des civils et les crimes de guerre, au fond, des États-Unis d'Amérique, qui en ont fait au moins aussi largement qu'à Alep, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de guerre propre. Hein. Et je ne dis pas ça pour amoindrir la responsabilité de quelque guerre que ce soit. Simplement, moi, je ne choisis pas mes horreurs. Il n'y en a pas certaines que je trouve acceptables et d'autres inacceptables. En ce moment même où nous parlons, ça continue les bombardements au Yémen, ça continue les bombardements à Mossoul. Et alors là, vous avez remarqué que le cœur des protestations s'est instantanément interrompu. Ben, c'est pas juste. Parce que les pauvres gens, ils souffrent au milieu de cette bataille. Ce sont une fois de plus des civils qui sont pris au milieu d'une guerre et personne ne fait rien pour arrêter cette guerre. Or, la seule chose qui va, c'est d'arrêter la guerre. Bon, pendant que j'y suis à parler de la guerre, je voudrais vous signaler une excellente initiative qui a été prise par les Chinois. Ça va encore me valoir des amis de parler de ça. Par le gouvernement chinois et le président Xi Jinping, qui est de proposer à l'ONU l'interdiction de toutes les armes nucléaires. C'est-à-dire qu'enfin, il y a à nouveau une voix qui s'élève, et puis celle de la première puissance économique du monde, pour dire qu'il faut arrêter avec l'armement nucléaire. Cette initiative du président chinois, elle est excellente, et nous les Français, on a intérêt à l'appuyer, parce qu'on a intérêt à appuyer tout ce qui part du cadre de l'ONU, hein, et surtout une idée aussi magnifique que celle-là, parce que le désarmement nucléaire, plus personne n'en parlait. Puis c'était quand même un thème qui était très présent dans un passé récent, à la période où il y avait l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, comme on disait, le camp socialiste et puis les États-Unis d'Amérique. Alors nous les Français, notre position doit être la suivante, c'est celle qu'on a tenue jusqu'à présent. On est d'accord pour l'arrêt des armes nucléaires. D'abord, premièrement, on est contre la prolifération. C'est-à-dire qu'on est contre que d'autres s'équipent avec des armes nucléaires. On dit, ah ben ça vous va bien, vous les Français, d'être contre la prolifération parce que vous êtes armés. Oui, mais le fait que les autres aient des armes nucléaires, ça fait avancer quel problème? Ça fait avancer quel dossier? Rien du tout. Donc nous sommes contre la prolifération. Notamment, nous sommes contre le fait que dans certaines zones, eh bien, vous ayez des pays qui ont une arme nucléaire qui menace tous les autres. Par exemple, qu'Israël ait une arme nucléaire n'est pas acceptable, même si c'est en espionnant les Français qu'ils ont réussi à le faire. Ce n'est pas d'accord pour qu'il y ait l'arme nucléaire en Inde, parce qu'on sait très bien que c'est contre le Pakistan, lequel lui aussi s'est armé avec des armes nucléaires. Et là, les gens, ça change tout, cette affaire-là, parce que quand vous êtes dans des coins comme la France ou même ou n'importe quel autre pays de cette taille, des pays qui ont une petite taille physique, hein, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est-à-dire, ça consiste à dire, nous n'acceptons aucune guerre contre nous, aucune tentative de nous intimider par la force. Celui qui nous frappe est instantanément frappé. Alors, ça fait de l'arme nucléaire, il faut appeler les choses par leur nom, hein, c'est une horreur. Hein, c'est une horreur, l'arme nucléaire. C'est une arme posthume, c'est-à-dire vous prenez un coup, vous répondez, vous tapez l'adversaire à un ou deux ou trois endroits qui lui font un maximum de dégâts. Mais vous, c'est fini, vous êtes nettoyé. Donc la dissuasion nucléaire, c'est une arme posthume, vous êtes déjà mort au moment où elle donne son effet, et deuxièmement, qui est destinée à ne jamais servir. Donc c'est de la dissuasion, essentiellement. Mais c'est dangereux. Et quand vous êtes dans des pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants, une arme qui était stratégique, c'est-à-dire c'est tout ou rien, elle devient tactique, c'est-à-dire que des pays d'une taille pareille peuvent prendre 1, 2 ou 3 coups avant d'arrêter, hein, de cesser le combat. Donc pour nous, c'est très important que la dissémination des armes nucléaires ne se fasse